artiste plasticienne, photographe, vidéaste. Je dessine également et je performe. La question du temps, de la performance et du processus artistique est au cœur de ma pratique, entre l'intime et le collectif. Donc, je suis passée par une école d'art, qui est l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Et en amont, j'ai une formation d'architecte aussi. J'ai résidé dans différents pays, comme l'Égypte, le Maroc, l'océan Indien, l'île de la Réunion, et puis d'autres territoires dans lesquels je vais assez souvent pour travailler et penser le monde. J'ai une pratique méditative, mais en même temps une pratique alchimiste et aussi politique du monde. Et c'est vrai que le corps est central dans mon travail, le mien, celui de l'autre. Et pour moi, le corps est un corps d'énergie. Donc si je reviens à la source, nous avons en tout cas au Gabon des pratiques, on va dire, rituelles, qui sont des figures d'ancêtres, qui assurent l'enracinement en tout cas des pensées et des savoirs, qu'on appelle des kotas. Ce sont des sculptures qui sont réalisées avec du bois et du cuivre. Il y a cette présence-là du kota pour moi qui est importante, qui est finalement un enracinement. Et puis il y a aussi tout ce travail que j'avais fait sur les Dogons du Mali, où chez les Dogons on dit que le cuivre c'est la parole. Parce que je suis franco-gabonaise, pour ce qui est de ma partie en tout cas du Gabon, nous avons un sous-sol qui regorge de cuivre. Et ce cuivre c'est aussi toute une histoire de la colonisation, une histoire des corps, des transmigrations. Je travaille avec ce cuivre parce que c'est aussi reprendre la parole, faire circuler la parole. Le cuivre est un conducteur et donc plasticienne, c'est un matériau qui m'intéresse aussi. Vous êtes le phénix des hautes de ces bois. La première fois que j'ai présenté cette phrase, alors c'est un travail que j'ai produit à Meisenthal, donc dans l'est de la France, où je me suis retrouvée en résidence personnelle pour la préparation d'une expo. On commençait à aborder la question du politique. Moi je suis très sensible aux langues. Il y avait ce plate qui était parlé autour de moi et en même temps je suis en France et donc j'ai vraiment pris la mesure de l'histoire aussi, de la question des frontières. J'ai commencé à travailler sur les fables de La Fontaine et l'image du phénix me semblait assez juste en fait parce que c'était un moment de grand questionnement. Je me disais qui est le phénix de ce nouvel enjeu, on va dire, politique ou même international. Et je me souviens qu'enfant, je récitais en fait cette fable sans rien comprendre. Et par la suite, évidemment, j'ai fait un peu l'étude de cette fable, ce rapport entre les ignorants et les maîtres. J'avais même travaillé sur le mot analphabète. Qu'est-ce qu'un analphabète? C'est quelqu'un qui regorge de science et de connaissances, mais qui n'est pas aligné sur nos repères, on va dire, de reconnaissance de l'intelligence ou d'un patrimoine quel qu'il soit. Et donc, je me disais finalement, est-ce que nous ne serions pas des analphabètes? On nous a transmis des textes qu'on n'a pas compris. Donc je remets un petit peu, on va dire, sur l'échiquier, je veux dire, une phrase qui mérite en tout cas d'être revue, révisée, comprise. Le jardin est un sol d'utopie. C'est une œuvre qui a été produite avec de la résine d'okoumé, qui est un bois sacré, qui est un fluide, une sève qu'on utilise dans nos espaces initiatiques. Donc cette résine d'okoumé, elle est le sang même, on va dire, comme finalement le cuivre, du renouvellement. On est toujours dans ce principe de renouvellement. Et en même temps, elle a aussi sa place sacrée, puisque c'est par excellence une sève, la sève d'un arbre qui est géant en fait, et qui toute sa vie va produire cette sève. Et c'est une sorte d'encens comme ça, liquide, qui permet justement de passer du monde des vivants au monde des morts. Et c'est pour ça que dans le jardin, quand on parle d'utopie, c'est aussi que le jardin, c'est aussi un rapport au monde. Ce qui m'intéresse, c'est l'intime et le collectif. C'est-à-dire que mon corps est un véhicule qui me permet de communiquer avec les autres corps. Et les autres corps me ramènent à l'idée d'une grande ruche. Mais j'ai aussi un travail qui se tient dans la cure aussi, parce que je redistribue des matériaux de pensée, on va dire, par une pratique artistique qui finalement sont des lieux communs ou des biens communs en quelque sorte. C'est pour ça que la performance, je convie une communauté de personnes autour de moi
Et quand je suis en performance, je travaille avec cette communauté. C'est un échange en vase communicant. Et après, tous ces gestes et toutes ces expériences, ce sont des éléments comme des matériaux, des matières qui interviennent dans mon travail et qui me permettent d'ouvrir des visions, des perspectives autres. Il y a aussi, on va dire, des apprentissages aussi sur la question des corps et des corps subtils. Et puis je suis aussi initiée dans mes espaces, on va dire, à la fois en France par un spécialiste des arts qui s'appelle Pierre Capel, et puis au Gabon dans mes espaces initiatiques qu'on appelle le Mwiti, qui sont des endroits où on apprend à voir, à entendre, à comprendre les choses, mais à un niveau autre, on va dire. Je privilégie énormément la question de la vision. C'est-à-dire que je ne veux pas faire autorité sur l'image, je veux que ce soit l'image qui me montre. Ces deux œuvres font partie d'une série que j'appelle La langue secouée, qui est tout un travail que je mène depuis 2008 à peu près, sur l'étymologie des mots de la langue française. On peut parler français, mais avoir une sensibilité autre. Même si on parle cette langue, d'un point de vue émotionnel, la manière de l'employer nous amènera, je dirais, à d'autres sensibilités, je dirais, au niveau de la réflexion, de la compréhension même des choses, etc. Puisqu'on est porté, mais véritablement comme un limon, par les racines de sa langue. Et donc dans La langue secouée, j'essayais de comprendre, comme je suis métisse aussi, de double culture, j'essayais de sortir d'une forme de schizophrénie du rapport à la langue, et d'essayer de comprendre à quel endroit, finalement, ce mélange pouvait se faire de la façon la plus intéressante possible, la plus harmonieuse possible. Dans La langue secouée, donc, il y a du cuivre, il y a des aiguilles aussi. J'ai réalisé en amont pas mal de photographies avec des aiguilles, comme des sortes d'acupuncture. Il y a des fils de soie, on les retrouve dans mes Louvres par exemple. Ce sont des liens qui me permettent de construire, on va dire, mes dessins ou mes sculptures d'un point à un autre, comme une sorte de cartographie. Et dans ces dessins apparaissent par exemple des vents, des silences. On interagit, on est en interconnexion permanente en fait avec l'espace. Je dirais que les langues secouées sont aussi des formes de cartographie cognitive aussi de cette culture en partie à laquelle j'appartiens. Et quand on regarde l'étymologie des mots de la langue française dans le dictionnaire, on se rend compte à quel point aussi nous sommes tous des migrants. Et à quel point finalement tous ces mots sont de véritables carrefours du monde. Et ça, c'est intéressant. On est dans un espace cosmopolite. Il serait peut-être temps pour nous aussi, en tant qu'artistes, de prendre le monde. Donc ça, c'est un acte presque politique que de prendre le monde aujourd'hui.